Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h15. Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. La fonction publique entre deux eaux, entre menaces de grève d'un côté, puis de l'autre, campagne de recrutement. La France a-t-elle besoin de davantage de fonctionnaires ou est-ce qu'elle en a trop? Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons donc par cette menace de grève pour mi-mars de la part des syndicats dans la fonction publique. On a entendu Luc Faré du syndicat UNSA tout à l'heure à 7h15 sur Sud Radio qui réclame une revalorisation face à l'inflation, la montée de l'inflation qui pourrait être de 3 à 3,5% pour le premier semestre. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds qu'on a mené depuis maintenant quelques années, et les syndicats le savent, une politique très ambitieuse de résorption des inégalités dans la fonction publique. Et ça se voit sur la feuille de paye de janvier. Quelques jours, les agents publics, quand ils étaient les moins bien rémunérés, 1,2 million de Français qui travaillent dans nos collectivités, dans nos écoles, dans nos ministères, ont été revalorisés de 40 à 100 euros par mois. C'est la plus forte augmentation jamais réalisée pour les agents les moins bien rémunérés. Ça, il est d'accord, il l'a dit, en fait, oui, pour les bas salaires, il y a eu un effort. Mais c'est pour l'ensemble, dit-il. Ensuite, deuxième élément, nous avons aussi, et c'est très nouveau, pris en charge pour tous les agents publics, notamment de l'État, la mutuelle santé, que les agents publics jusqu'à maintenant payaient tout seuls. Ensuite, on a évidemment déployé l'indemnité inflation. Ensuite, au mois de janvier, il n'y a pas d'indexation sur l'inflation, quoi. Non, mais vous savez que tous les Français qui avaient un revenu inférieur à 2 000 euros, les agents publics aussi, ont eu sur la feuille de paye la différence. Et puis, dernier élément, moi j'ai travaillé aussi à résorber des inégalités. Certains métiers avaient décroché, tous les métiers de la santé, c'est le Ségur de la santé, mais on avait aussi des inégalités de personnes qui faisaient le même métier, mais parce qu'elles n'étaient pas dans le même ministère, n'avaient pas le même salaire. 65 000 personnes en janvier ont vu des hausses jusqu'à 250 euros par mois pour être payées à salaire égal pour métier égal. Mon combat, c'est pas de vous dire qu'il y a une autosatisfaction. Le système de rémunération, aujourd'hui, il n'est pas adapté au 21e siècle. Il n'est pas assez attractif. C'est quoi alors? C'est par rapport au point d'indice, par rapport en fait à la grille? Le point d'indice, c'est un débat binaire. Ouais. Soit on augmente tout le monde, 5 millions d'agents, du même pourcentage, soit on augmente personne. Et on voit bien que tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, c'était sortir ce débat binaire. C'est-à-dire, on veut augmenter les soignants, et bien on augmente les soignants. On veut augmenter les moins bien rémunérés, et bien on les augmente. Après, j'ai engagé, il y a maintenant quelques mois, un travail avec les syndicats. Luc Faré, qui était sur notre antenne, y participe. Une conférence sur les perspectives salariales pour préparer une négociation. Pour qu'on revoie de fond en comble un système pour qu'il soit plus attractif, pour qu'il valorise mieux notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, pour qu'il rémunère mieux les contractuels, pour que surtout il donne des perspectives à chacun dans son métier d'évolution. Moi, je ne suis pas devant vous, voyez, en train de faire une autosatisfaction. Oui. On a mené des combats et des travaux qui n'avaient jamais été menés. Je suis bien consciente qu'aujourd'hui, le système dans son ensemble, il faut qu'on le rende plus adapté aussi à notre époque. Et donc, cette négociation que je veux ouvrir pour le prochain quinquennat, on a travaillé pour qu'au mois de mars... Oui, mais attendez, vous n'y êtes pas au prochain quinquennat. Non mais attendez, vous n'y êtes pas. Là, vous êtes encore aux affaires. Donc là, on vous interpelle sur, justement, peut-être que vous ne serez pas ministre de la Transformation publique si vous êtes encore dans le prochain gouvernement, si vous êtes dans le gouvernement. Mais là, qu'est-ce que vous répondez directement? Est-ce que vous allez entamer des discussions, des négociations ou pas? Aujourd'hui, les discussions du bureau est ouverte. D'abord, ma porte est ouverte. D'abord, les négociations, les discussions, elles ont commencé. Luc Faré, qui était sur votre antenne, il participe à des travaux très intenses pour qu'au mois de mars, les syndicats me fassent des propositions sur la manière dont ils veulent que ce système évolue. Et je me suis engagé, évidemment si on est encore là, mais je me suis engagé, et le monde ne va pas s'arrêter, vous savez, le 26 avril 2022. Non, pardon. Je me suis engagé à ce qu'on ouvre des négociations sur la base de ces propositions pour qu'on puisse aussi bâtir l'avenir. Si on regarde uniquement le système avec les outils, au fond, du passé, les outils qui sont là depuis 40 ans, on voit bien qu'il y a une impasse. On n'arrive pas aujourd'hui, avec le système dans son ensemble tel qu'il existe, à assurer l'attractivité, les perspectives pour chacun. Bon, donc ce que vous dites, c'est que votre bureau est ouvert, que vous allez en fait discuter. Vous leur dites, mais de renoncer à leur appel à la grève ou pas alors? Mais vous savez, moi, j'ai un dialogue social constant. Constant. On a signé des accords unanimes sur la mutuelle santé, des accords unanimes sur le télétravail. Moi, je crois que le dialogue social, il fonctionne. Et je crois à cette co-construction. Les syndicats savent très bien comment on travaille. On va continuer. Et donc, évidemment, en France, si on veut manifester, on peut manifester. Mais est-ce que le dialogue social fructueux, où on a du pain sur la planche et où on négocie, ça marche? Oui. Et donc, c'est ça que je veux qu'on continue à faire. Mais alors, sur le point d'indice, revalorisation ou pas? Mais le point d'indice, je viens de vous dire,
on est sorti de ce débat binaire depuis 5 ans. Oui, mais eux, visiblement, ils ne sont pas sortis de... Les syndicats ne sont pas sortis de... Vous savez, en 2016... non, mais ils ne sont pas sortis de cela, donc vous allez devoir discuter autour de ça, en fait. Quoi. On discute autour de ça. Oui. Mais heureusement qu'on a discuté au-delà de ça. En 2016, quand, à la fin du quinquennat de François Hollande, est annoncée une revalorisation du point d'indice de 0,6%, ça veut dire que les agents publics les moins bien rémunérés, ils ont eu combien sur leur feuille de paye ? 4 euros, 5 euros, 6 euros de plus. Ce mois-ci, janvier 2022, c'est 40 à 100 euros de plus pour les plus bas salaires dans la fonction publique. Je l'assume et je le porte. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'assume totalement dans la période de porter un discours positif sur les métiers de la fonction publique. Parce qu'on est dans un débat où, qu'est-ce que vous entendez ? Il y a trop de fonctionnaires, ils coûtent cher. Et plus personne au fond même ne parle. Emmanuel Macron était le premier à le dire en fait lors de sa campagne en 2017. C'est jamais ce que le président de la République a dit. En 2017, il a dit on doit avoir des services plus efficaces, on doit assumer de se réorganiser. Et si, eh bien, nous avons des réductions de fonctionnaires, je les assumerai. La France a changé entre 2017 et 2022. Les Français l'ont d'ailleurs vu pendant la crise sanitaire. Ils ont retrouvé la valeur du service public. Et donc moi j'assume que face aux rengaines d'une droite qui nous explique qu'il y aurait trop de monde, qu'est-ce que ça a fait comme résultat, ce discours depuis 20 ans ? Ça fait qu'il y a 3 fois moins de candidats au concours. Ça fait que les jeunes aujourd'hui... dont vous êtes issu et vous-même, vous étiez en fait dans ce discours, non ? Mais non, alors je peux vous dire quelque chose. Non, vous n'étiez pas dans ce discours. Vous étiez vous étiez dans les rangs de la droite qui défendait ça, qui proposait ça. D'abord de la droite, qui n'était pas celle de Fillon, qui était dans la cruauté, dans le thatchérisme et dans la réduction. Vous étiez dans celle de Juppé, en fait. Quoi. Oui, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis surtout dans mon pays d'aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est que les Français, ils ont vu la valeur du service public. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'ils attendent de la proximité. Ils attendent que les services publics fonctionnent, et je l'attends aussi. Et qu'ils soient efficaces, ces services publics, ce qui n'est pas toujours le cas. Et de quoi vous avez besoin pour ça ? Et vous avez besoin de pouvoir être attractif. Ou d'être mieux organisé, non ? Oui, mais vous avez besoin de compétences. Vous avez besoin de candidats qui ont les compétences adaptées au métier de demain. Vous avez besoin de gens qui vont aller s'occuper de la cohésion sociale, du numérique, de la sécurité. Si le seul Donc il faut revoir l'organisation, ce que vous dites en fait de ces services. Bon, alors non, mais pour conclure quand même sur la demande en fait des fonctionnaires et des syndicats, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas question de revoir le point d'indice. Hein. C'est ce que vous dites. Ce débat, il a eu lieu dans le budget 2022. On a fait les choix que je vous ai annoncés. Ce sont des revalorisations massives pour des hommes et des femmes qui n'avaient jamais été autant revalorisés. Des négociations et des discussions ont commencé. Les engagements sont clairs, ma porte est ouverte. Et donc la méthode que je la suis avec constance, avec dialogue social, avec réalisme. Et moi, je veux pas qu'on ait ce discours. Bon, d'accord, non, mais attendez, mais c'était un discours. Bah oui, mais un discours de rengaine. Non, mais quand vous allez les avoir dans votre bureau, Je vous parle de la droite. La rengaine qui consiste à dire dans notre pays depuis 20 ans. La seule chose qu'on a à dire sur les fonctionnaires, c'est qu'ils sont trop nombreux et qu'ils coûtent trop cher. Ça a créé quoi dans le pays ? Ça a créé un immense déficit de capacité à recruter, à avoir les bonnes compétences, à attirer les jeunes. Ça, c'est mon combat. Et je peux vous dire que c'est mon combat. C'est celui-là aussi qui est majeur pour nous. Alors c'est pour ça que vous avez lancé une campagne de recrutement pour le service public, c'est ça ? Mais bien sûr. Combien vous voulez recruter de fonctionnaires ? Vous savez, chaque année. 100 000, c'est ça ? Chaque année, avec les départs à la retraite, pour assurer le service d'aujourd'hui. Pour évidemment un service qui se réorganise, se modernise, est différent, puisqu'on a beaucoup plus aujourd'hui d'agents en proximité des Français. On y reviendra peut-être sur France Service, qui sont des lieux où chaque Français peut aller faire ses démarches. On va voir ça, Donc on se réorganise. Mais chaque année, c'est pas de 200 000 fonctionnaires en moins, comme nous dit Madame Pécresse, dont on a besoin. C'est 100 000 personnes, 100 000 jeunes ou moins jeunes, des hommes et des femmes de tout âge, qui veulent s'engager pour leur pays, pour les autres, dont on a besoin. Eh bien moi, je peux vous dire qu'aucune organisation, aucune entreprise, personne n'irait rejoindre cette entreprise si la seule chose que vous avez à en dire, c'est que vous êtes une variable d'ajustement, c'est que vous êtes dénigré par vos patrons. Et donc oui, j'assume que dans la période, parce que les Français l'ont vu pendant la crise sanitaire, le service public, il est essentiel. Bon, donc il est vous essentiel recrutez à notre pays. 100 000, il est essentiel à notre vie quotidienne. Mais attendez, pourquoi vous recrutez à 1 mois et demi de la présidentielle 100 000 personnes, 100 000 fonctionnaires, et vous ne l'avez pas fait précédemment ? Est-ce que c'est pas un peu électoraliste, ça ? Non. Je peux vous dire, ces personnes, on les recrute depuis des mois. Le problème, c'est qu'on manque de candidats. Vous avez lancé J'ai effectivement lancé choisirleservicepublic.gouv.fr pour que de manière très simple, les jeunes, les moins jeunes, puissent avoir au même endroit toutes les offres d'emploi. Il y en a 45 000 en ce moment. Puissent avoir toutes les informations sur les concours, puissent avoir toutes les informations sur les métiers, puissent savoir comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, vous le voyez, l'opinion des Français sur les services publics, elle n'a jamais été aussi bonne.
Parce que pendant la crise sanitaire, les Français, ils ont changé de regard aussi sur ce service public. Il y a peut-être, et c'est ça mon message, des hommes et des femmes qui veulent nous rejoindre, qui veulent s'engager. Aujourd'hui, honnêtement, avant qu'on ait fait cette plateforme choisirleservicepublic.gouv.fr, c'était assez compliqué de se renseigner, de comprendre comment ça marchait. Il y avait beaucoup d'idées reçues. Bon, donc c'est ça que je combats et que j'assume. Et évidemment, j'assume aussi qu'il y a des gens qui vous disent on va faire des plans massifs de recrutement. Il y a des gens qui vont dire on va faire des plans massifs de plan social et de licenciement. Moi, c'est pas ma vision. Ma vision, c'est d'assurer la continuité c'est de recruter 100 000 des hommes et des femmes qui viennent travailler là où les Français en ont besoin. Bon, recruter 100 000 personnes alors qu'en fait la France a un déficit en fait colossal, ça ne vous pose pas de problème, ça. Non mais ça va être un choix électoraliste volontaire, c'est-à-dire que finalement vous dites aux fonctionnaires, écoutez, on a besoin en fait de fonctionnaires, on recrute et on va faire des efforts pour vous. Il y a 5 millions. Non mais je vous pose la question, franchement. Dans notre pays. Oui, 5 millions et demi. À la retraite tous les ans. Moi, je ne vais pas dire aux Français, écoutez, il y aura moins de policiers, il y aura moins d'infirmières, il y aura moins d'enseignants, il y aura moins d'hommes et de femmes qui vont s'occuper de l'environnement, il y aura moins d'hommes et de femmes qui vont s'occuper du numérique, il y aura moins d'hommes et de femmes qui s'occuperont de simplifier vos démarches administratives. Les 100 000 personnes, ça ne crée pas des emplois en plus. Évidemment qu'ensuite, ils ne font pas les mêmes métiers. Parce qu'en 2022, c'est du renouvellement. On ne fait pas le même métier qu'en 1985. Mais ça n'aurait aucun sens aujourd'hui. Alors que nous avons besoin de compétences. Amélie de Montchalin, qu'on comprenne bien. Alors bon, donc 100 000 personnes que vous recrutez, ça veut dire que il y aura, si on additionne, il y en aura plus ou moins effectivement. Le même nombre. Vous ne changez pas en fait. Et il y a des endroits, en revanche, où il y a moins de monde. Je vous donne un exemple où il y a plus de monde. France Service. Quand, avec Jacqueline Gouraud ce soir, on va recevoir les associations d'aide aux Français les plus démunis, les plus précaires, les plus fragiles, le Secours catholique, la Défenseur des droits, le Secours populaire, et qu'on va travailler avec ces associations pour que les personnes qu'elles accompagnent puissent être accueillies dans ces 2000 lieux qu'on a ouverts avec les élus locaux. 2000 lieux en France. Parce que là visiblement, il y a des associations qui disent que vous n'êtes pas suffisamment dans ces maisons-services, on n'est pas suffisamment présent sur le terrain. Et hier, Fabien Roussel, candidat communiste qui était à ce micro, il dit pipeau ces maisons-services. Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, c'est pas pipeau. Deux, je vais l'emmener avec moi faire le tour des départements de France. Dans chaque département aujourd'hui, il y a 20 lieux d'accueil à moins de 20 minutes de là où les gens vivent pour justement être aidés dans ces démarches, être accompagnés, avoir de l'humain, avoir une présence qui vous accompagne, qui regarde qui vous êtes en tant que personne. Et donc moi, ce que ce soir avec Jacqueline Gouraud on fait, c'est que ces associations, au plus près du terrain, eh bien, elles puissent travailler avec les hommes et les femmes, les 5000 personnes que nous avons recrutées, pour avoir une présence de service public qui n'a jamais été aussi grande, même il y a 15 ans. Avant les fermetures de la droite et de la gauche, de tous ces services publics de proximité. Il n'y a jamais eu autant de présence humaine de proximité. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Et donc ce qu'on va annoncer, c'est que dans chaque département, ces 5000 hommes et de femmes que nous avons recrutés vont se mettre en contact avec les associations de leur département pour que ces personnes fragiles, qui parfois poussent la porte du Secours populaire, poussent la porte du Secours catholique. Moi, j'ai vu la présidente de ces associations. Elle m'a dit... Nous, on a besoin aussi que vous puissiez prendre le relais à un moment donné. C'est pas notre métier d'aider à faire les démarches administratives, et j'en suis bien d'accord. Et donc ça, c'est notre combat. Je suis pas en train de vous dire que tout est résolu. Mais ce travail-là, ces maisons France Service, ces bus, vous savez qu'il y avait des bus qui font le tour des zones rurales. Bien sûr. Il faut qu'elles puissent savoir où est-ce qu'elles vont, qui sont les personnes qui en ont besoin, que ces associations qui sont en contact sur le terrain puissent nous le dire. Et donc notre combat, c'est quoi ? C'est un service public qui est adapté aux besoins des Français d'aujourd'hui. C'est d'être dans la réalité. C'est pas d'être dans la rengaine. C'est pas d'être dans le clientélisme d'un côté où, vous voyez, ceux qui vous parlent du comité de la hache et qui veulent tout couper. Bon, donc si je vous suis bien, Amélie de Montchalin, ce que vous nous annoncez ce matin, c'est que d'un côté, donc il y a ce recrutement qui est en cours de 100 000 personnes, 100 000 fonctionnaires, et de l'autre, donc les maisons de service que vous réorganisez avec des effectifs. Exactement. On peut vous parler de l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ? On manque d'infirmières, on manque d'aides-soignants, on manque d'hommes et de femmes pour faire ces métiers essentiels. Il faut les former, Il faut donc les former. On a ouvert des places de formation. Toutes ne sont pas pourvues. Moi, mon combat, mon rôle de ministre de la fonction publique, c'est pas de faire des grands discours, c'est de m'assurer que dans les missions locales, là où sont les jeunes, à l'université, aussi avec des hommes et des femmes qui veulent changer de métier, qui ont eu une vie dans le secteur privé et qui à un moment donné se disent pourquoi je ne changerais pas de métier, pourquoi je n'irais pas travailler pour les autres. Eh bien je puisse tenir un discours de vérité, un discours qui soit positif, un discours de sens. Travailler pour le service public, c'est aussi un métier de sens. C'est un métier où chaque jour vous n'enrichissez personne d'autre que la société dans son ensemble. C'est ça qu'on veut valoriser. Amélie de Montchalin, il reste 2 minutes pour 2 questions. La première, est-ce qu'il peut y avoir une renationalisation des EHPAD, comme c'est réclamé dans le débat actuel, puisque vous parlez en fait justement des services publics? Moi, je pense que le bon débat, c'est pas savoir si c'est public ou privé. Le bon débat, c'est
comment, partout, on assure l'humanité et la dignité. Avec des contrôles. Et donc, le sujet, vous l'avez très bien dit, c'est le contrôle. Aujourd'hui, on a un système de contrôle qui se fait a posteriori. C'est-à-dire, quand il y a un problème, on vient contrôler. Oui. Et c'est un contrôle qui est totalement éclaté entre les départements, les ministères, les agences régionales de santé. Et donc, notre combat, là, dans les tout prochains jours, c'est d'annoncer un système nouveau de contrôle continu et surtout de contrôle qui ait des conséquences. Bon, c'est une chose d'aller contrôler, de voir qu'il y a un problème. Oui. C'en est une autre de dire qu'est-ce qui se passe après. Est-ce que vous gardez vos financements? Est-ce que vous êtes avec une forme de tutelle, Bon, une forme donc, de surveillance? en tout cas, pas de nationalisation comme c'est évoqué par certains. Le débat public-privé, c'est pas le bon débat. Le débat, c'est comment le convoi. Il y a le départ aujourd'hui du convoi dit de la liberté sur le modèle canadien. Est-ce que vous le redoutez? Est-ce qu'il y a des similitudes avec le mouvement des Gilets jaunes? Déjà, ce que j'ai vu, c'est qu'au Canada, c'est un mouvement qui a bloqué le pays. Et je peux vous dire très fermement quelque chose. En France, on peut manifester, mais on ne peut pas bloquer le pays. Et donc, s'il y a des gens qui ont des revendications, ils peuvent les exprimer. C'est un pays de démocratie. Ils peuvent les exprimer par la voix de leurs représentants. Ils peuvent les exprimer toujours quand on fait des manifestations légalement déclarées. Mais nous serons extrêmement fermes, car nous ne pouvons pas tolérer que le pays soit bloqué. Ça veut dire ferme, ça veut dire immédiatement déloger les camions s'ils commencent à bloquer. Gérald Darmanin l'a dit. Oui. Nous ne tolérerons nulle part des blocages de routes, des blocages de villes. On n'est pas dans un pays de blocus. Et donc, il n'y aura pas de blocage. Oui, Amélie de Montchalin, à propos de Gérald Darmanin, il a poussé un petit peu hier face à Apolline de Malherbe, non? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il était agacé d'un débat aujourd'hui qui est un débat où des grands chiffres sont brandis, qui sont des bidouillages statistiques et qui ne correspondent pas à la réalité de la France. Oui, mais il y a des chiffres qui viennent aussi de son ministère, quoi. Est-ce qu'il avait à répondre ça à Pauline de Malherbe? Ça va bien se passer. Sur ce terme, notamment, dans l'interview. On est dans un climat politique, on le voit, où chaque jour, il y a une polémique. Oui. Chaque jour, 24 heures sont passées sur des choses qui, honnêtement, ne relèvent pas, à mon avis, de la politique, révèlent... Oui, mais là, c'est le ministre dans sa déclaration, dans son attitude. C'était des propos misogynes, ça a été ressenti comme ça par certains. Non, mais d'abord, on voit bien que vous êtes une femme. C'est une opposition qui cherche en habillement... c'est pas une opposition, là, c'est une journaliste qui pose des questions. D'abord, d'accord, mais si vous regardez la polémique, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu une polémique brandie par les oppositions pour abîmer le ministre de l'Intérieur, pour attaquer donc le président de la République et pour délégitimer notre bilan sur la sécurité. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ce qui a agacé, et ce qui m'agace honnêtement, c'est qu'on a maintenant un débat où Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen font croire que l'insécurité aurait augmenté de 32% dans notre pays. C'est un bidouillage statistique, parce que ce qui a augmenté, je vais vous le dire, c'est deux types de violences. C'est les violences faites aux femmes et aux enfants, les violences intrafamiliales, sont beaucoup plus déclarées, et les règlements de compte, donc les homicides liés au trafic de drogue. Est-ce que c'est satisfaisant? Non. Est-ce que c'est le combat que nous menons? Nous les menons en les prenant à bras le corps. Bon, non mais là, c'était pas l'objet de ma question de revenir sur les statistiques. Mais vous ne regrettez pas en fait ces propos, lui, de Gérald Darmanin? Si, il est allé trop loin. Mais dites-le ou pas, Amélie de Montchalin. Je vous pose une question simplement. Eh ben moi, je vous réponds. Oui. Ce que je vous réponds, c'est que c'est extrêmement agaçant. Et ça agace tout le monde, et ça agace Gérald Darmanin, et ça m'agace, que sur le débat de la sécurité, qui est un débat important, il y a des grands chiffres qui soient brandis qui ne correspondent à rien. Ce qui m'agace, c'est que en voulant délégitimer l'action du gouvernement, on attaque un ministre sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Et ce qui m'agace, et ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce débat aujourd'hui politique est un débat fait de polémiques incessantes, qui se transforme même en question au gouvernement, alors que le débat de fond, pour moi, devrait être un débat sur notre bilan. Et on est devant vous, et on le présente. Et sur le site du gouvernement, on a mis à la fois les choses qu'on avait réussies et pas réussies. Et que ce soit un débat sur le projet, que nous parlions aux Français de ce que nous voulons faire pour eux. C'est ça qui m'intéresse. Il sera temps de le faire quand le président de la République va se déclarer. On attend qu'il se déclare. Merci Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.